Je dois dire que je suis impressionné par votre calme et je suis sûr que vous allez me déstabiliser. Bonjour, bienvenue sur Planète RP, la radio du lycée polyvalent Rosa Parks de Thionville. Je suis Camille, animatrice de cette radio. Aujourd'hui, pour notre première émission, nous accueillons l'écrivain Eugène Ebaudet. Bonjour Monsieur Ebaudet, nous sommes heureux de vous recevoir dans notre établissement. Bonjour, je vous remercie de cette invitation et croyez vraiment que en venant ici, je ne m'attendais pas à être interviewé. Donc pour moi, c'est une surprise. Mais je suis à vous et j'essaierai de répondre à vos questions le plus sincèrement possible. Merci. Je vous présente Sana et Adrien qui vont tour à tour vous poser quelques questions. Adrien, je te laisse la parole. Bonjour Monsieur Ebaudet. On vous demande souvent qui était Rosa Parks. Mais j'aimerais aujourd'hui vous demander qui est Eugène Ebaudet. Eugène Ebaudet est né au Cameroun en 1962, le 11 janvier, d'une famille nombreuse, parce que mon père a eu 2 femmes et 17 enfants. Ma mère, qui faisait la compétition avec l'autre coépouse, a eu 10 enfants et elle a toujours pensé qu'elle était supérieure à l'autre maman qui en a eu 7. Or, j'ai toujours pensé que la vie n'était pas une compétition arithmétique. Et si j'ai aimé ma mère, qui n'est plus de ce monde, ce n'est pas parce qu'elle a eu 3 enfants de plus que l'autre maman. C'est simplement parce qu'elle a eu, je pense, plus de souffrance. Et à l'échelle d'une humanité, voyez-vous, la souffrance ne se mesure ni ne se pèse. Parfois même, on a du mal à l'exprimer. Et pour maman, pour tous les accouchements sans péridurale, sans accompagnement, je sais qu'elle a beaucoup souffert parce que quand elle rentrait de la maternité, quand j'ai été un peu plus grand, il y avait les bains d'eau chaude et je l'entendais crier. Et ces cris-là me restent encore. Et croyez que je pense à elle. Comme vous l'avez dit, vous êtes originaire du Cameroun. Vous avez fait une partie de vos études en France. Vous étiez chroniqueur en Suisse et vous écrivez un livre sur une femme noire américaine. Vous considérez-vous comme un citoyen du monde ? Oui, je suis un citoyen, certainement. Et le monde est... il représente une forme, le monde, qui au fond n'est pas loin du sujet précédent. Parce que j'évoquais les rondeurs de ma mère et qui témoignaient de la fragilité et du bonheur de faire naître des humains. Mais elle ignorait quelle serait leur vie. Et je crois que la mienne, c'est aussi pour que l'espérance qu'elle avait. Ma mère ne savait pas lire, ne savait pas écrire. Et elle a voulu que nous puissions le faire pour qu'elle vive mieux. Mais au fond, moi, j'ai surtout essayé d'aller à l'école pour être à la fois celui qui lui lisait les lettres qu'elle recevait, mais aussi celui qui pouvait lier ce qu'elle ne voyait pas. Et donc, quand je suis arrivé en Europe, c'était comme
un devoir d'ambassade, justement pour que le monde qui était au loin, que ma mère ne connaissait pas, que ce monde-là soit un peu plus proche. Je l'approchais en me disant que c'était aussi ma mère qui l'approchait. Voilà. D'accord. Vous étiez dans votre enfance un footballeur prometteur. N'avez-vous pas de regret d'avoir arrêté ce sport et choisi une autre orientation? Non, parce que le sport, c'était une passion personnelle. Et j'aimais aller sur les terrains, m'amuser comme tous les enfants et comme tous les jeunes. Et sans trop revenir à ma mère, elle vivait ça comme une catastrophe. Elle voulait que nous puissions avoir des tas de diplômes, ceux qu'elle n'avait pas eu elle-même. Donc, il a fallu quitter les terrains pour aller à l'école. Et souvent, comme vous le savez, il y a des leçons, il y a des devoirs, il y a le prof, on est un peu fatigué, on ne peut pas forcément le suivre. Mais quand on sait qu'on le fait, pas seulement pour soi-même, mais pour s'élever, pour grandir et puis pour accomplir quelque chose que ceux qui vous aiment voudraient que vous accomplissiez, eh bien, on est dans d'autres dispositions d'esprit. Et j'ai été dans d'autres dispositions d'esprit à l'école. Et c'est fantastique. Alors, il se trouve que par les hasards, vous évoquez l'école, vous qui êtes journaliste, l'école c'est loin pour vous maintenant. Mais elle reste pour moi un espace fantastique, l'école. Dernière question. Vous décrivez comme un auteur engagé. Pouvez-vous expliquer? L'engagement, c'est la capacité à se mettre à la disposition du meilleur. L'engagement, c'est la capacité à se mettre à la disposition du meilleur. Ça peut être une belle définition, ne croyez-vous pas? Et le meilleur, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous voulons collectivement, c'est ce que nous pouvons collectivement. Vous vous souvenez que Barack Obama, qui a été président des États-Unis, élu et réélu, avait une formule. Vous la connaissez sûrement, vous qui êtes journaliste chevronné. Vous savez que en entrant dans cette bataille politique, il allait trouver des adversaires, mais on a besoin d'inscrire son horizon discursif. Pardon, je parle un peu comme un politicien. On a besoin d'inscrire son chemin vers un but identifiable par ceux qui vont voter. Et ces buts identifiables, c'est comme un produit. C'est comme un produit marketing. Vous savez, il y a de la publicité pour tout. Et la politique a besoin aussi de publicité. Et son slogan publicitaire commençait par « Yes ». Vous vous souvenez? Vous avez une mémoire d'éléphant. Vous vous souvenez donc que son slogan, c'était « Yes, we can ». Yes, we can. Oui, nous le pouvons. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, Monsieur Baudet. Merci, Adrien. Pour poursuivre notre interview, je laisse la parole à Sana, qui va vous questionner sur Rosa Parks et sur votre livre « La rose dans les bus jaunes ». Bonjour Monsieur Baudet. Bonjour. Dans votre livre, on a vraiment l'impression de vivre avec Rosa Parks. Je voulais savoir ce qui vous avez animé en écrivant ce livre. Pouvez-vous répéter votre question? Je n'ai pas tout entendu. C'est pour me donner aussi le temps de la réflexion. Donc, dans votre livre, nous avons vraiment l'impression de vivre avec Rosa Parks. Qu'est-ce qui vous a autant animé en écrivant ce livre?
D'abord, une admiration sans borne pour ce personnage. Vous savez, Rosa, on la considérait comme une couturière, puisqu'elle travaillait dans un magasin. Et c'était un magasin comme... comment vous donner un exemple? Ceux qui sont à Paris savent que c'est les Galeries de Lafayette. Ceux qui sont à Thionville, quel est le grand magasin de Thionville? Un grand magasin où on trouve beaucoup de produits, mais il y a aussi une partie textile. Le Géric. Le Géric? Oui. Très bien. Donc elle travaillait dans un magasin semblable. Et ces journées étaient donc surtout occupées à préparer ou à vendre, oui plutôt à préparer, à fabriquer des couches-culottes, des layettes pour bébés. Et ce qui est stupéfiant, quand j'ai appris ça, c'est que je vous ai indiqué il y a quelques instants que ma mère a eu 10 enfants et que l'autre maman en a eu 7. Eh bien, Rosa n'a pas eu d'enfant du tout. Or, elle était dans un département qui s'occupait des produits pour bébés. Et j'ai ressenti comme un drame cette femme qui s'occupait des bébés des autres et qui ne pouvait pas avoir de bébé. C'est pour cela que dans le livre, vous savez que Rosa Parks, c'est un roman, mais en même temps une fiction. En fait, c'est une biographie, en même temps une fiction. J'ai mélangé deux genres d'écriture. Et j'ai voulu, dans celui qui ouvre le livre, y mettre vraiment la partie fictionnelle. Donc je rentre dans la vie intime de Rosa Parks pour la présenter comme une femme qui souffre de ne pas avoir d'enfant. Et ça ouvre le livre, mais des interviews de Rosa, j'en ai lu, j'ai consulté beaucoup de documents. Donc c'est un roman documenté, c'est même un roman documentaire, mais cette partie-là, je ne l'ai trouvée nulle part. Donc c'est la partie presque intime de Rosa et moi qui m'a conduit à écrire ce morceau qui ouvre le livre sur les regrets de Rosa de ne pas avoir d'enfant. Je finis, parce que vous avez beaucoup de questions à me poser, je sais, et que je suis trop bavard. Mais retenez-moi si je m'évade, je m'écarte de ce que vous avez prévu. Je veux vous dire que Sylvester, le frère de Rosa Parks, lui, il a eu, je crois, 14 enfants, avec une seule femme. Du coup, vous avez déjà répondu à ma deuxième question. Ah, pardonnez-moi, j'anticipe quelquefois. Pas de souci. Donc, pensez-vous que le lynchage d'Emmett Till a-t-il été aussi à l'origine de l'action de Rosa Parks dans le bus? Le lynchage? Oui. Eh bien, le lynchage, c'était une barbarie qu'utilisaient les groupes suprémacistes pour s'aimer la peur, la terreur, le meurtre, l'ignominie, l'inqualifiable brutalité gratuite, injuste, sans fondement. Et cette brutalité s'est exercée au point que, laissez-moi avoir une petite réflexion qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce que le corps? Le corps, c'est l'enveloppe physique qui nous porte et à l'intérieur de laquelle il y a une âme, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous que le corps des Noirs aux États-Unis, parce que soumis à lynchage, au brutalisme radical, ce corps des Noirs qui n'était donc pas reconnu ou qui posait problème,
les a rendus presque non vivants. Parce que c'est par ce corps-là qu'on allait les attaquer. C'est le corps qui flotte sur les arbres. C'est le corps qui est lâché, brutalisé. Alors quand vous portez un corps qui peut être soumis à brutalité à n'importe quel moment, eh bien il vous fatigue. Et l'âme qui y réside prend peur. Et quand l'âme prend peur, vous êtes dévitalisé. C'est ça, je crois, qui était l'horreur absolue. Un corps dévitalisé sans âme. C'était la condition des Noirs. Et au fond, la condition de tout être vivant qui n'est pas accepté, qui n'a pas sa place. Et j'imagine, à l'heure où nous parlons ici, que les Ukrainiens qui subissent une brutalité se disent qu'il vaut mieux fuir son corps avant qu'il ne soit livré aux bombes et aussi à la brutalité des autres, que je n'ose pas nommer. Parce que si je les nommais, c'est comme si je prenais parti pour un camp contre un autre. Mais mon parti, c'est celui de l'humanité. Ouais. Très beau. Vous avez décidé de dédier votre livre à Aya Ebode. Pouvez-vous nous dire qui est-elle et pourquoi lui avoir dédié ce livre sur Rosa Parks? Aya, c'est ma fille, c'est la dernière. Alors, comme le livre est sorti en poche, elle était déjà née. Et donc, en poche, vous savez, il y a la version originale. Ensuite, quand le livre se vend bien, il passe en poche. Et généralement, moi j'aime beaucoup la version poche, non pas parce que c'est le signe que le livre a bien marché, comme on dit. Mais j'aime la version poche parce que c'est la plus économique. Mais en fait, c'est celle qui est enrichie. C'est une version augmentée. Ah oui, ça c'est très intéressant d'utiliser cet adjectif, augmenter. Qu'est-ce que ça signifie, augmenter? Qu'est-ce que ça signifie? C'est une question que je pose. Je me fais maintenant journaliste comme vous et j'ai besoin que vous m'éclairiez. Qu'est-ce que veut dire augmenter? Vous pouvez? Augmenter, c'est? Augmenter, c'est... je sais pas comment... Si. Enrichir. 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 Ajouter quelque chose qui est mieux. Alors du coup, nos existences, comment peut-on les augmenter? C'est une vaste question qui apparaît philosophique. Mais c'est la question qui nous est posée. Comment augmenter nos vies? Parce qu'elles sont, vous parliez du lynchage, justement, c'est celles qui sont diminuées. Même en dehors du lynchage, il y a des choses qui diminuent nos vies. La maladie, on en a autour de nous qui flottent, on ne voit pas les bactéries, les virus, alors on les écrémine, on se dit, ils nous menacent. Mais ils ont aussi leur vie, les virus, à mener. Il faut simplement que nous puissions cohabiter, que nous puissions nous parler, que nous puissions négocier. Alors vous me diriez, comment on fait pour négocier avec le virus? Est-ce qu'on va lui donner un rendez-vous? Est-ce qu'on peut lui envoyer une lettre? C'est la question qui nous est posée. Comment faire pour être dans une planète? On a parlé de la Terre qui est ronde. Comment faire pour vivre ensemble dans cette planète? On sait que le monde des bactéries fait partie du monde. Mais la question, c'est que ce monde ne soit pas diminué, qu'il ne soit pas flétri, et qu'il ne soit pas martyrisé, qu'il ne soit pas suspendu comme ces corps que nous déplorions et qui étaient pendus sur les arbres du sud, du Deep South, et que une chanteuse a magiquement restitué.
C'est pas Nina Simone, je cherche son nom. Ce n'est pas Sarah Vaughan, je cherche son nom. Et j'ai dit à des lycéens que j'ai rencontrés il n'y a pas longtemps que lorsque j'utilisais les anaphores, c'est que j'étais en panne. Et je leur ai dit que l'anaphore nous rend forts. C'est Ella Fitzgerald, dont je viens de trouver à travers l'anaphore. Ella Fitzgerald, qui a chanté les fruits qui pendent sur les arbres du sud. Elle parlait des corps. J'ai dit qu'elle était bien. Et je pensais que c'était votre mère, Yael Baudet, pour le coup. Oui. Donc, selon vous, les faits auraient-ils été les mêmes si c'était un homme qui ne se serait pas levé dans ce bus? Si ce n'était pas... Si c'était un homme à la place d'une femme? Ah oui, qui s'était levé dans le bus, qui avait eu le même souci que Rosa Parks. Mais vous avez raison, il y a dans l'histoire, dans cette triste histoire de ségrégation, c'est surtout les femmes qui ont pris la charge de la preuve. Je le dis en empruntant comme ça, en mettant sur la table une expression juridique, la charge de la preuve. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de pouvoir justifier qu'elle appartenait à la communauté des hommes et au-delà qu'elle appartenait à l'Amérique et au-delà de l'Amérique qu'elle avait les mêmes droits que qui? Que les Blancs. Mais c'est parce que l'Amérique regardait les choses à travers ce que Du Bois a appelé la ligne de couleur qui séparait les uns des autres. Et c'est cette ligne de couleur qu'il fallait abattre. Et c'est les femmes qui ont pris ce combat à bras-le-corps. Et quand vous étudiez ce qui s'est passé dans l'année 55 aux États-Unis, Rosa Parks, c'était en décembre. C'est curieux, hein, le dernier mois de l'année. On aurait dit qu'il y avait une course de vitesse. Il fallait décider vite, avant la fin de l'année, de mettre l'ignominie derrière soi. Et le 1er décembre, un jeudi pluvieux, Rosa sort de Montgomery Fair, entre dans le bus et modifie la donne. Pourtant, cette même année-là, il y avait eu Colvin. Elle s'était aussi indignée dans un bus. Elle avait dit, mais c'est pas possible, il faut que cesse cette histoire. Elle avait 15 ans. Claudette Colvin. Elle avait 15 ans, lycéenne, comme certains lycéens que j'ai rencontrés il n'y a pas longtemps. Mais vous êtes adulte. Certains d'entre vous portent une barbe, de vénérables vieillards. Mais je vous assure que les lycéens que j'ai rencontrés se souviennent de Claudette Colvin. Ils s'en souviennent d'autant plus qu'elle porte un prénom français. Bien de chez nous. Et au mois de mars 1955, il lui était arrivé presque la même chose que Rosa Parks. Mais l'histoire ne l'a pas retenu. Et certains de ces lycéens que j'ai rencontrés m'ont dit, l'heure c'est l'heure. Quand ce n'est pas l'heure, ce n'est pas l'heure. Il n'y a aucun changement. Donc, Rosa Parks a été à son heure. Elle a été à l'heure d'un changement. Elle a été au bon endroit, au meilleur moment. Donc, Monsieur Baudet, j'ai une dernière question pour vous. Oui. Donc, vous n'avez pas rencontré Rosa Parks, mais vous avez une correspondance avec elle. Pouvez-vous nous en dire la teneur? Je ne sais pas qui vous a fait cette confidence. Ah oui, vous avez fait des recherches. Donc, c'est tout à votre honneur. Je vous remercie.
la teneur de la correspondance avec Rosa Parks, je vous invite à lire la 4e de couverture du livre original, c'est-à-dire la première publication. Et j'ai voulu faire en sorte que dans la 4e de couverture, c'est-à-dire le verso du livre, que figure une partie de ma correspondance et une autre qui relèverait, vous savez, du mécanisme qu'on utilise sur les 4e de couverture, où on fait le résumé du livre un peu, et où l'auteur se présente au monde des lecteurs. Donc j'ai voulu que la 4e de couverture porte vraiment son nom, un nom scientifique que vous connaissez, parce que vous avez beaucoup de talent, et je ne vous apprends rien en vous disant que la 4e de couverture est un paratexte, c'est-à-dire un texte un peu à côté du texte. Ce n'est pas le roman, mais c'est à côté du roman. Et il peut apporter une information particulière sur le roman, sur le texte lui-même. Et cette information particulière, c'est précisément un extrait d'une correspondance avec Rosa Parks que j'ai voulu consigner dans la 4e de couverture du titre original. Ici, nous avons une 4e de couverture, mais de la version poche. Et donc, cette 4e de couverture n'est pas la même que la première version. Vous voyez qu'il y a vraiment une réalité augmentée, si on peut dire, hein, c'est-à-dire enrichie, mais vous ne l'avez pas ici. Peut-être que si vous mobilisez des mécènes, si vous mobilisez les acteurs économiques, ils pourraient vous envoyer des fonds pour que vous achetiez la version initiale, originale, et vous pourrez la mettre à disposition dans les bibliothèques, et vous pourrez accompagner d'ailleurs cette rediffusion de la première version en disant que dans la 4e de couverture, il y a un élément très important que beaucoup ne savent pas, mais qui fait partie intégrante de ma relation avec Rosa Parks, parce que j'ai pris un extrait de la correspondance pour en faire le premier élément du résumé de la 4e de couverture. J'espère avoir répondu à votre question. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long. Merci beaucoup, monsieur Baudet. Merci, monsieur Baudet, pour toutes vos réponses et d'avoir participé à notre première émission à radio. Nous avons eu plaisir à partager avec vous sur cette femme exceptionnelle qu'était Rosa Parks. Merci infiniment. J'espère que vous me recevrez à nouveau.